Bonjour et bienvenue au 56e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Ben oui, les deux mêmes que pour les 55 autres épisodes. Quelle surprise! Ouais, on fait pas trop dans le changement, nous autres. Aujourd'hui, notre thème, ça sera pas un duel classique, on va avoir un sujet de discussion, là, pas parce qu'on manque de jeux à vous présenter, mais plutôt parce qu'on manque de temps pour les jouer ensemble, plus qu'autre chose. Donc, notre thème, ça va être sociofinancement 101. Donc, on va essayer de démêler tout ça, c'est quoi le sociofinancement, comment ça marche, à quoi qu'il faut s'attendre, qu'est-ce qu'on doit essayer d'éviter, c'est quoi les bonnes ou les mauvaises compagnies, les bonnes et mauvaises pratiques là-dessus, c'est quoi les différentes plateformes, toutes les questions que vous avez pu avoir là-dessus, parce que tu sais, quand tu connais pas ça, se lancer là-dedans, des fois ça fait peur un peu, donc on va essayer de démystifier tout ça. Ouais, puis c'est une occasion aussi pour dépenser de l'argent qu'on pourrait peut-être mettre ailleurs des fois. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, on va faire un retour sur le duel de l'an passé, puis l'an passé aussi, on avait plus ou moins un duel, donc c'était le hasard contre l'incertitude. Donc on avait essayé de démêler le hasard qui provient du jeu versus l'incertitude qui provient des choix des joueurs. Donc moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les jeux quand que c'est pas nécessairement du hasard dû à un lancement de dés ou à une pioche de cartes, mais vraiment d'essayer de deviner qu'est-ce que mes adversaires vont penser, puis si je suis capable de penser comme eux, ben je peux les déjouer. On a donné plusieurs exemples de jeux qui exploitent bien ça, dont mon jeu préféré, Guards of Atlantis. Voilà, c'est fait, on a déjà parlé. Ça a été il est plugué. Maintenant, on peut passer à autre chose. Non, c'est ça. Mais pour vrai, moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les jeux. Si vous avez réécouté cet épisode-là, vous allez voir qu'on a nommé plein d'exemples, puis c'est tous des jeux que j'aime beaucoup, là, je pense. Là. Je me rappelle plus exactement de tout qu'est-ce qu'on avait parlé, là, mais toi, un an plus tard, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, c'est sûr que l'incertitude, c'est plus agréable dans le sens où tu t'es comme plus maître de la situation. Dans le sens où, tu sais, quand tu vas prendre une décision, tu sais, je veux dire, t'es conscient de la situation de départ, puis tu sais, de ce que ça peut amener. Ce que je trouve que le hasard amène, c'est que des fois, tu sais, la décision, puis le résultat, c'est un peu déconnecté, parce que au final, stratégiquement, tu peux avoir pris une bonne décision, puis la seule raison pour laquelle ça échoue, c'est parce que, t'as roulé un dé pas bon. Fait que, tu sais, des fois, ça fait mal, puis ça te dit, tu sais, même si j'avais la meilleure stratégie, j'ai fini par perdre parce que, j'ai pas été chanceux. Fait que, pour ça, tu sais, le hasard, des fois, il perd des plumes, à mon avis. Mais en même temps, des fois, c'est pour des jeux plus simples, ou tu sais, d'autres jeux où, justement, on va essayer, tu vas vouloir essayer de tenter des stratégies plus risquées parce que t'as peut-être une chance de l'avoir. Ça peut être cool. Fait que, tu sais, ouais, je pense qu'on a donné des exemples aussi de jeux qui te permettent de mitiger ce hasard-là puis de le contrôler, que ce soit avec des jets modifiés ou des relances ou des mulligans quand tu piges des cartes, des choses comme ça. Tu sais, il y a des outils que les auteurs de jeux peuvent avoir pour pas que ça fasse trop mal, finalement. Hein. Ouais, c'est ça, que tout dépende pas de cette chance-là. Good, fait que ça c'était pour l'année passée. Si on y va dans le passé un peu plus récent, et très récemment, même ce soir, on a joué ensemble un jeu qui s'appelle Dracula contre Van Helsing, qui a été publié par Mondo Game et designé par Maxime Rambourg et Théo Rivière, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Nous, on y a joué sur BGA. J'ai découvert le jeu en fait en jouant avec Eric de Board Game Dojo. C'est lui qui a proposé qu'on joue à ça, puis je dirais que depuis ce temps-là, je pense qu'on a toujours une partie en tour par tour qui roule, hein. Donc les deux, on l'a bien aimé. Je vais te laisser le décrire, tiens. Donc, Dracula versus Van Helsing, on a un joueur qui va jouer Dracula, l'autre va jouer Van Helsing, et pendant que Dracula va essayer de convertir des villageois en vampires, Van Helsing va essayer de
mettre des pieux dans le cœur de Dracula pour qu'il arrête. Ça va jouer en utilisant en fait des cartes. Chaque joueur va avoir 5 cartes qui vont être toutes alignées avec un quartier de la ville. Chaque quartier va avoir 4 villageois. On va jouer nos rounds. Dans le fond, on va pouvoir, à chaque début de round, on va piocher une carte. Puis on va pouvoir décider, est-ce que cette carte-là, je la veux devant moi pour me protéger, ou je la jette pour pouvoir faire son pouvoir. Puis à chaque fois qu'on va jeter, c'est ça, une carte, quand on va la mettre devant soi, on va en jeter une autre, on va faire le pouvoir de cette carte-là. Il y a des pouvoirs qui vont être de révéler les cartes de l'opposant, il y en a qui vont nous forcer à révéler les nôtres. On va pouvoir changer les cartes de place, dans le fond, en échangeant des cartes soit de notre côté, soit avec notre opposant. Et à la fin d'un round, on va comparer les cartes qui sont de chaque côté. Les cartes vont avoir une valeur qui va de 1 à 8 et vont avoir une couleur, il y en a 4. Et on a en fait une échelle d'atouts, fait que on n'est pas comme dans un jeu de levée, mais on a quand même une couleur qui est dominante. Cette couleur dominante. Un genre de hiérarchie, si on veut. Ouais. Fait qu'on a l'atout qui est plus fort. Après ça, on va comparer les chiffres. Donc le chiffre le plus haut va gagner si c'est pas un atout. Mais si on a une égalité au niveau des chiffres, ben là, les 3 couleurs restantes, si on veut, sont comme placées en ordre hiérarchique aussi. Fait que, mettons, un mauve va battre jaune qui va battre rouge. Mais c'est un peu contre-intuitif que c'est le chiffre qui compte avant la couleur, à moins que ce soit de l'atout. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça prend une petite, faut s'habituer à ce mode de pensée-là, mais ça se prend en main facile, là. C'est pas non plus de l'algèbre linéaire, là. Non. Fait que c'est ça. Fait qu'on va jouer nos parties comme ça. On va avoir la possibilité aussi, il y a certaines cartes qui nous permettent de changer justement quelle va être la couleur qui va être l'atout. Fait que c'est là qu'il y a une grosse stratégie qui apparaît, c'est de savoir, ok, j'ai peut-être pas l'atout présentement, mais je peux m'arranger pour l'avoir plus tard. Mais à tout moment, ton opposant peut décider de dire, ok, c'est la fin du round. C'est que une fois qu'on... Ben pas à tout moment, tu sais, c'est passer un certain point. C'est ça, j'allais dire, dès qu'il y a 6 cartes qui ont été défaussées, un joueur peut dire, ok, c'est le dernier round. Puis là, son opposant peut jouer une autre fois. Mais t'as aussi... puis là, tu joues jusqu'à temps que quelqu'un dise, ok, on arrête, ou jusqu'à temps que quelqu'un défausse un 8. Puis là, quand quelqu'un défausse un 8, ça finit là. Puis là, on compare ensuite les cartes, quartier par quartier, puis on détermine qui a gagné. Donc, Dracula va quand il gagne un quartier, il va convertir un villageois. Et Van Helsing, lui, il va mettre des pieux dans le cœur de Dracula. Dracula peut dans le fond prendre jusqu'à 12 pieux, je pense. Ouais. 12 pieux, alors que il doit réussir à convertir 4 villageois dans un quartier pour gagner. Il y a aussi une troisième condition qui est si jamais c'est encore à égalité après 5 rounds de jeu, Dracula gagne par défaut. Fait que c'est ça. C'est un petit jeu, il joue bien assez rapidement. C'est quand même pas mal stratégique parce que le positionnement des cartes puis les actions des cartes, dans le fond, nous fait souvent hésiter, puis on a des fois des décisions assez déchirantes à faire. Mais on a on peut planifier quand même un peu à long terme en se disant, tu sais, je me prends des cartes pas mal toutes de la même couleur parce que je sais que tantôt je vais changer l'atout, puis là mon opposant va être complètement déstabilisé, puis je vais gagner. En même temps, ça se peut que l'opposant il te fasse révéler des cartes, fait que là, il voit que t'as un 7, il va être capable d'aller te le chercher, parce qu'il y a des cartes qui te permettent d'aller chercher, d'aller échanger ta carte avec la carte de l'autre, tant que c'est en face. Fait que, tu sais, oui, tu peux te faire une stratégie à long terme, mais ça se peut que tu te fasses couper l'herbe sous le pied. Il y a quand même des combos intéressants aussi tu sais, t'as des cartes aussi qui te permettent de rejoindre un autre tour, fait que là, tu peux comme les enchaîner, faire 2-3 tours de suite. Il y a beaucoup de trucs clever à faire avec les 8 pouvoirs. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant que les pouvoirs les moins intéressants sont associés aux cartes avec les valeurs les plus faibles. Fait que tu sais, oui, t'es porté à vouloir discarter tes 1, tes 2 puis tes 3, mais en même temps, leurs pouvoirs sont pas tant nice. Ouais, puis j'allais dire, même dans le cas du 1, défausser un 1, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu chiant, parce qu'en fait, c'est qui fait que tu dois révéler une de tes cartes à toi. Fait que tu te débarrasses d'un 1, ouais, mais tu donnes de l'information sur ton jeu à ton opposant. Fait que ça, je trouve toujours... tu veux pas le garder, ton 1, mais tu veux le jeter, mais en même temps, tu veux pas... C'est ça.
Puis d'un autre côté, tu sais, le 7 puis le 8, ben ça peut être vraiment fort de changer l'atout à la dernière seconde ou de juste mettre fin à la partie sans que l'adversaire puisse répliquer parce que tu sais que qu'il va changer l'atout ou que tu es en vraiment bonne position. Là. C'est un bon petit jeu à deux. Je pense que c'est un truc intéressant, tu sais, ça nous met pas à terre, ni l'un ni l'autre, mais c'est le fun à jouer, je pense. Ouais, puis il est disponible sur Board Game Arena, il est le fun à jouer là. T'sais, en tour par tour, ça marche, mais je pense qu'il est encore mieux en temps réel. Là. Ouais, surtout quand on peut mieux voir, tu sais, quand on change les cartes de place, tu sais, quand ça se fait devant toi, c'est comme plus simple de te rappeler que ça s'est passé que. Après. Ouais, que juste checker le log, puis. C'est ça, ouais. Tu sais. Donc c'était Dracula contre Van Helsing de Maxime Rambourg et Théo Rivière et Mandu Games. Récemment, on a joué aussi à Sight. Vous allez me dire, ouais, mais Sight, Sam, vous en avez déjà parlé. Ouais, mais c'est un de mes jeux préférés, puis je veux dire... Ouais, mais ça, c'est pas important. On peut pas trop en parler. Mais c'est surtout aussi qu'on a reçu des nouvelles extensions. Ben, je dis nouvelles, sont pas si nouvelles que ça, mais sont nouvelles pour moi. C'est des extensions que j'avais pas, puis qui nous ont été offertes comme copy price par Stonemaier Games. Donc, on a reçu le board modulaire et l'extension des Encounters, donc des nouvelles cartes de rencontre, là, qui sont les cartes d'événements qu'on peut piocher pendant la partie, puis qui vont nous donner divers bonus. J'ai envie qu'on parle des cartes rencontres en premier, j'allais dire parce qu'ils sont un peu plus simples. C'est vraiment des événements nouveaux qui ont été en partie designés par les fans. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ils ont comme donné les illustrations aux fans du jeu, puis ils ont demandé des suggestions de qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme carte rencontre par rapport à ça. Puis après ça, Jamie a comme pick and choose qu'est-ce qu'il voulait. Il y en a mix and match quelques-unes, puis il en est venu à ce nouveau deck-là, là, qui ont des effets, je dirais, quand même assez wild, là, plus wild que dans le jeu de base, puis qui parfois sont plus situationnels aussi. Ouais, il y a certaines cartes en fait que si on choisit cette récompense-là, on le montrera pas aux autres joueurs. C'est comme une espèce de petit pouvoir qui peut se déclencher à un moment dans la partie. Des fois c'est dans une situation très particulière, ou des fois c'est vraiment comme tu peux le faire un peu quand tu veux. Mais c'est vraiment assez varié, je trouve. Tu sais, c'est un peu plus éclaté. Ouais, plus champ gauche, là. On voit aussi que les textes, tu sais, ça a été... le monde sont un peu plus laissés aller, là. Ah, mais ça, déjà, dans le jeu de base, il y avait des trucs assez... Ouais, mais celle-là, c'est quoi l'autre fois? On a pogné, c'était... Ah ouais, t'es dans les montagnes pis tu fais du yodeler pour créer une avalanche, là. C'est ça, tu sais. C'est con. Ouais, mais il y en avait d'autres aussi dans le jeu de base, de genre, va te saouler pis foutre le bordel dans les étals du marché, ou... Ouais, mais tu sais, c'était... En tout cas, c'est quand même bizarre, là. Ouais. Non, c'est plus bizarre de faire du yodeler que d'aller foutre le bordel dans les étals d'un marché. Fait que c'est ça, ils recommandent de jouer avec juste ces cartes-là séparées pour les quelques premières fois pour bien les voir comment ça marche pis tout ça, puis après ça on peut les mélanger avec le deck de base ou garder les deux séparés puis choisir lequel qu'on veut jouer avec là. Ouais, vite comme ça, moi j'ai envie de dire que je serais peut-être pas tenté de mélanger les deux paquets parce que le nouveau paquet, je trouve qu'il est plus fort un peu. Ouais. En tout cas, j'avais l'impression que les résultats étaient comme un peu plus... Moi, j'en ai vu des plus fortes, mais j'en ai vu des plus faibles aussi. Fait que j'ai l'impression qu'au final, ça va peut-être se balancer un peu, là. Mais en même temps, ça dépend tellement de... Tu sais, t'en pognes tellement pas dans une game que si le joueur à côté de toi, il en pogne 2-3 bonnes, tu t'en pognes 2 moyennes ou mauvaises, ben ça fait quand même un gros swing. Puis dans un jeu de tête comme ça, moi, je serais quasiment même tenté de juste rester avec le jeu de base. Là. C'est vrai qu'ils sont peut-être moins swingy. Mais tu sais, je les ai pas tous vus là, mais c'est du peu de ce que en fait de ce qu'on a vu, parce qu'à un moment donné, on a fait une partie où est-ce qu'en plus je prenais le bonhomme qui déclenchait 2 fois les cartes. Finalement, je pensais que ça allait être cassé puis que j'allais rouler sur Sam. Finalement, ça n'a pas été si
Ben, t'as quand même gagné, puis ça a pas nuit, là. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, j'essaie de courir après les cartes événements puis tout ça. Je suis pas prêt à dire que ça a été super avantageux non plus pour moi. Ben, t'as gagné par pas beaucoup de points, là. T'as gagné par genre 3 points, fait que si t'es allé chercher 3 points avec ça, c'est ça qui t'a fait gagner, là. Ouais, mais j'ai été une couple de fois freiné par les cartes qui étaient vraiment très situationnelles où je pouvais comme il y avait vraiment une des options qui était juste je peux pas le faire. Ouais, mais il y a une autre fois que t'as genre perdu de la popularité puis tu l'as regagné tout de suite avec un autre effet, tu sais. Ouais, ça avait été cool quand même. Fait que ça c'est pour une extension des nouvelles rencontres. Une extension que moi j'ai plus appréciée, c'est le board modulaire, puis honnêtement je m'attendais pas à ce que ça soit si bon que ça, là. Ouais, en fait, ce que Sam vous dit pas, c'est que à première vue, il était comme ouais, bof, je pense que ça vaut pas tant la peine puis tout ça, puis blablabla, tu sais, Sam Grincheux comme d'habitude. Ben, on reviendra à la conclusion après de qu'est-ce que je recommande comme extension, là, mais a priori, ouais, j'étais un peu méfiant de cette extension-là, mais comme, tu sais, on l'avait gratis, puis tu sais, j'aime beaucoup le site, fait que j'étais content de l'essayer, là. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir un board différent qui va être double côté, donc il y a 2 plateaux différents, un de chaque côté. Sur ce board-là, il va y avoir comme 4 emplacements vides sur lesquels on va pouvoir mettre des grosses tuiles qui sont comme un 7 hexagones, là. Qui elles aussi sont double côté, donc on a vraiment comme beaucoup de possibilités différentes. Puis en plus que tout ça est différent, ben les emplacements de départ de chaque faction vont être mélangés au hasard elles aussi. Donc on a comme des jetons avec les icônes de chaque faction, on va mélanger ça, puis on va placer ça sur le board, puis ça va être différent à chaque fois. Fait que ce qui me faisait peur en fait, c'est que dans le jeu de base de site, tu sais les terrains qui sont disponibles pour chaque faction ont été pensés puis balancés en fonction de c'est quoi le pouvoir de la faction, puis tu sais de qu'est-ce que cette faction-là fait de bien puis de moins bien, puis tu sais normalement tu sais tout a été pensé puis balancé, puis là ben comme on va brasser tout ça puis avoir un emplacement aléatoire pour tout le monde. Tu sais, tu te ramassais avec une faction qui commence avec quelque chose de vraiment complètement différent par rapport au jeu de base. Potentiellement, ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour pallier à ça, dans le fond, on va faire un draft au début de la partie. Dans le fond, chaque joueur va recevoir son plateau d'économie. Ouais, c'est ça, son plateau d'économie. On va placer le plateau avec le plateau modulaire, là, avec tous les terrains puis les emplacements de départ. Puis là, en ordre inverse du tour, on va choisir la faction qu'on veut matcher à notre plateau économique. Puis là, c'est bien important quand on choisit notre faction de regarder un peu comment la map est faite, parce que justement, tu sais, les pouvoirs de mecs qui nous permettent de passer les rivières pour les factions, normalement, ils ont été pensés pour que ça fitte avec l'emplacement sur lequel tu commences, parce que souvent, on va être limité dans les types de terrain qu'on peut se déplacer quand on traverse une rivière. Ben là, faut s'assurer que on se peinture pas dans un coin puis qu'on va être pogné pas de bois pour construire un building puis pas de façon de traverser l'eau de notre petite île de départ, là. Fait que ouais, tu sais, t'as certaines restrictions sur le placement des tuiles de départ qui fait que normalement ben il y a pas de lac adjacent à quelqu'un au début là, tu sais, fait que t'as au moins 3 terrains sur lesquels tu vas pouvoir te promener, mais c'est ça, faut que tu réfléchisses bien à la faction que tu prends en fonction de ça, parce que c'est vrai que ça peut mal finir. Ben ça peut mal commencer. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut pas que ton pouvoir de faction peut comme super bien matcher avec ton plateau d'économie, mais si t'es dans un coin tout pogné pis que t'as pas les ressources que t'as besoin pour faire les actions qui sont les plus payantes, comme tu dis, ça va mal commencer ta partie, hein. Ouais. Puis ça fait que, tu sais, je jouerais pas avec ça à plus que 3 joueurs, je pense.
Parce que je trouve que les derniers joueurs, il y aurait pas assez de choix, puis justement, ils seraient peut-être pognés avec de quoi de vraiment moins bon que ce que les premiers ont choisi, là. Parce que oui, tu sais, d'un joueur à l'autre, c'est pas nécessairement les mêmes emplacements qui vont être choyés, si on veut, là, mais tu sais, il y a quoi? Il y a 8 spots de disponibles, là. Fait que je pense que tu sais, si t'en enlèves 2, 3 déjà, même 4, 5e, là, il y a pas mal moins de choix, fait que puis déjà que tu sais, ça être à plus que 4, si c'est pas des joueurs aguerris, ça va être long, puis ça va peut-être un peu trop traîner avant que ton tour y revienne, là. Si en plus tu te ramasses avec un mauvais choix pour le début, là, je pense que c'est pas une bonne idée, là. Exact. Puis tu sais, je jouerais aussi ça avec des gens qui sont assez qui savent comment le jeu fonctionne, parce que faut être capable de voir que telle place c'est pas une bonne position de départ avec telle faction. Tu sais, faut que tu sois capable de l'identifier. Si fait que tu sais, c'est pour ça que j'éviterais avec des nouveaux joueurs. Ah, absolument. Ben, règle générale, intégrer des extensions avec des nouveaux joueurs, c'est la plupart du temps, c'est pas une bonne idée. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, là, mais comme, en tout cas. Niveau, en tout cas, faites pas ça avec Scythe. Non, c'est ça. Mais un autre avant qui est cool, par contre, c'est que quand t'as moins de joueurs, il suggère que tu peux peut-être enlever certains des tuiles modulaires pour comme rapetisser la carte un peu pour que les joueurs soient un peu plus proches puis qu'il y ait plus d'interaction. Ça, je trouve que c'est très cool quand tu joues à 2 ou 3, là. Parce que des fois, justement, le plateau est tellement grand que tout le monde fait sa petite affaire dans son coin, là. Oui, t'as peut-être interagir un peu quand tu vas vers l'usine, là. Mais en enlevant la moitié pas tout à fait la moitié du plateau, là, mais une bonne partie du plateau, ben, ça te force à jouer du coude un peu plus pour les emplacements, là. Ouais, tu deviens plus serré sur la carte, puis là, on commence à faire il y a un peu plus de conflit. C'est ça. Puis, je trouve que c'est cool la façon que c'est fait, c'est que tu places les 4 trucs modulaires, tu places les 8 factions, tu choisis, puis après ça, t'en enlèves 2 en fonction de qu'est-ce que les joueurs ont choisi, mettons. Pour, justement, tu sais, pas en avantager un par rapport à l'autre, ou, tu sais, pour avoir plus de choix dans le draft au début aussi, là. C'est après le draft, en fait, que tu réduis la carte, c'est ça? Ouais. Fait que c'est ça. J'ai été quand même agréablement surpris de cette extension-là, justement pour cet aspect-là de réduire la carte à 2 joueurs. Je pense que si vous jouez souvent à Scythe à 2, peut-être que des fois ça devient un peu chacun fait ses trucs de son bord, puis au final c'est comme une course économique, puis tout le monde a comme tout l'espace qu'il veut pour se développer. Fait que puis tu sais, peut-être que tu vois plus tant de variété, là, malgré qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles, de factions puis de plateaux d'économie, là, mais il y a quand même des trucs qui se ressemblent d'un à l'autre. Fait que tu sais, d'avoir ce petit côté-là qui rajoute quand même beaucoup de variété, c'est cool, mais c'est ça. Faut que ce soit parce que tu joues souvent à Scythe puis avec les mêmes joueurs, tu sais. Ou en tout cas, tu joues souvent à Scythe avec des joueurs qui jouent souvent eux autres aussi, là. Parce que comme on disait, tu sais, c'est vraiment pas une extension qui est amicale pour les débutants, là. Non. Mais pour les joueurs, c'est ça, qui aiment ça un peu plus, qui s'y connaissent, il y a moyen de rafraîchir l'expérience ou d'avoir, c'est ça, un peu plus de variété, puis tu développes des stratégies différentes, justement, parce que la carte est pas faite pareil. Fait que, tu sais, des fois, tu vas peut-être, dans le jeu de base, si tu sais que, bon, avec telle faction, ben, c'est sûr que les premiers moves que je fais, c'est ça, pis ça. Puis tu vas tout le temps faire ça d'une partie à l'autre quand t'as cette faction-là. Et là, en ayant une carte différente, tu pourras pas nécessairement faire ces moves-là, il va falloir que tu fasses ça différemment. Mm-hmm. Fait que ça brise un peu, ça change la méta du jeu aussi. Ouais. Puis pour conclure, voici dans quel ordre que je recommanderais les extensions, là. Fenris en premier, c'est celle qui en offre le plus à la campagne, c'est sa coche, puis tous les modules qu'on peut rajouter, ça aussi ça peut vraiment ajouter beaucoup de variété. Après ça serait probablement Invaders from Afar ou les Conquérants du Lointain, donc la première extension de toutes qui rajoutait 2 factions de plus, qui étaient pas mal prévues dans le jeu de base, là, parce que leurs home base sont imprimés sur le board, là.
Ouais, ça fait penser à la boîte d'Expeditions qui a déjà des spots pour les prochains mecs. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ils ont pensé à leur affaire. Fait que ouais, celle-là est quand même cool parce que c'est 2 factions de plus, puis ils sont quand même différentes des 5 factions de base là, fait que c'est quand même cool là. Puis, mais c'est ça, un autre que c'est pas des factions que je donnerais à des débutants ou même que je jouerais quand il y a des débutants dans le game parce qu'ils sont pas nécessairement faciles à jouer ou même à jouer contre. Là. Après ça, j'ai avec le board modulaire. Après ça, les bateaux volants, puis après ça, les rencontres. Ah ouais. Je suis surpris quand même. Je pensais que t'aurais mis les rencontres avant les bateaux volants. Ouais, ben les deux, genre, j'ai skipperais, je pense. Je suis seul à avoir aimé ça, moi, les bateaux volants. J'avais trouvé ça cool. Je trouvais que ça mettait des mouvements de plus, mais bon. Ça, je trouve que c'est beaucoup de règles de plus pour, au final, on les utilise pas tant que ça. Mais bon. Fait que ça serait ça mon ordre pour, les extensions de site. Quoique, ceci étant dit, dans l'extension des bateaux volants, ils rajoutent un module que tu peux changer les conditions de la fin de la game. Ça, je l'ai jamais essayé. Peut-être que j'aimerais ça, puis que je serais surpris comme avec le board modulaire, mais j'aime bien genre, je place ma 6e étoile, puis ça finit aussi. Donc voilà, c'était pour les extensions board modulaire et nouvelles rencontres pour Site de Jamie Stegmaier et Stonemaier Games qui nous les ont envoyés et qu'on remercie. Tiens à préciser que Site était déjà un de mes jeux préférés avant qu'ils nous envoient ça. Oui. Tu pourras couper ça aussi si tu veux. Donc on trouvait que c'était un bon segue vers la suite, mais le dernier jeu qu'on a joué récemment, c'est le jeu Lords of Ragnarok, qui est un gros jeu socio-financé sur GameFound, qui a été designé par Adam Kwapinski et qui a été publié par Awaken Realms. Lords of Ragnarok, en fait, c'est un peu une version 1.5 d'un jeu de Awaken Realms qui s'appelait Lords of Hellas. Lords of Hellas, dans le fond, c'est un jeu de contrôle de territoire avec conditions de victoire multiples dans un univers de dieux grecs. Ben, Lords of Ragnarok, c'est la même chose, sauf que au lieu d'être des dieux grecs, ben c'est des dieux vikings. Donc dans ce jeu-là, on va avoir... Il y a un aspect mythologique, mais il y a un aspect gros aspect sci-fi aussi. Là. Ouais, tu sais, c'est comme si les dieux dans le fond mythologique, c'était pas des dieux, mais c'était genre des aliens qui arrivent avec de la mégatech, fait qu'ils ont l'air de des dieux pour des pauvres humains antiques. Là. Ouais, tu sais, puis ça donne je trouve que ça donne un look aussi assez intéressant au jeu puis aux éléments. Tu sais, je trouve que ça donne un feeling intéressant. Ouais, ça fait comme sci-fi, cyberpunk, viking. Ouais. Tu sais, des robots vikings. Tu sais, c'est assez métal, mettons. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans Lords of Ragnarok, comme je disais, c'est ça, c'est un jeu de contrôle de territoire avec conditions de victoire multiples comme Lords of Hellas l'était. Chaque joueur va jouer une faction de vikings, va avoir un héros qui a un pouvoir particulier, puis va avoir des armées puis un bateau sur le terrain. Puis là, dans le fond, on va utiliser ces armées-là pour contrôler des territoires, construire des temples, chasser des monstres, ou essayer de survivre jusqu'au Ragnarok. Donc, chaque tour va avoir une structure similaire. On va pouvoir au départ utiliser des prêtres ou des runes qu'on va avoir accumulées. Ou non. Ouais. On n'ira peut-être pas là-dedans, ouais. Non. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que il y a beaucoup de stock, là. Ton tour, t'as comme 5 étapes, puis chaque étape, t'as plusieurs choses à faire ou plusieurs options. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est quand même dense à jouer. À leur défense, je trouve que leur manuel d'instruction est quand même, je dirais pas bien fait, mais il est digeste. Ouais. On a quand même eu une couple de questions pendant la partie, dont certaines c'était pas clair si on avait la vraie réponse ou pas. Ouais, il y en a que c'était pas toujours évident, mais c'était plus facile de chercher là-dedans que chercher dans le manuel d'ISS Vanguard. Ouais, mais là, si on compare avec un des pires et qu'on dit qu'on est mieux, est-ce qu'on est vraiment bon?
J'ai pas dit qu'il était bon, j'ai dit qu'il était digeste. Ouais, ok. Tu sais, je veux dire, c'est très complexe. Puis tu sais, il y a pas de glossaire. Il aurait fallu qu'il y ait un glossaire, ça c'est pourquoi il y en a pas. Mais tu sais, il y a certains endroits où tu sais que tu peux aller chercher une info précise. Mais tu sais, dans ce cas-là, il y aurait peut-être pu soit en répéter des petits détails importants ou faire un glossaire, quelque chose. En tout cas. Fait que c'est un jeu quand même assez complexe. Le fait que justement on a plusieurs conditions de victoire, ça fait qu'en début de partie, on va adopter une stratégie X ou Y qu'il va falloir essayer de maintenir pour pouvoir gagner. Là, nous autres, on avait joué à 4 joueurs. Ouais, on a joué avec un auditeur, Danny, qu'on salue d'ailleurs. Ça fait un petit bout qu'il nous suit, puis c'était bien le fun de le rencontrer. Dans le fond, on a joué à l'enregistrement. Ouais, à la journée de un board game presque parfait qui enregistrait live leur 100e épisode, puis il y avait une petite soirée de jeu au pub ludique l'Annexe à Sorel par la suite. Donc on en profite pour saluer nos amis d'un board game presque parfait. C'était vraiment cool comme show. Je pense que par le temps que notre épisode va sortir, l'heure devrait l'être aussi. Ouais. Mais juste au cas où, on fera pas de spoilers sur qu'est-ce qu'ils ont dit pendant cette émission-là. Ouais. Même si Pierre-Marc, il va falloir qu'on se parle de Spirit Island. C'était merveilleux. J'étais chanceux, hein, parce que cette fois-ci, j'ai été de ton bord, parce qu'ils m'ont demandé de commenter un de tes jeux, puis j'en ai pas parlé. Je salue ton restreint ou ton manque d'inspiration à ce moment-là. Ouais. Ouais, ça c'est, on sait pas, hein. On va garder le mystère par rapport à ça. Mais bon. Ça, parenthèse pour saluer Danny, son neveu, avec qui on a joué à Lords of Ragnarok. Donc oui, on a joué à 4. Puis honnêtement, je sais pas qu'est-ce que t'allais dire par rapport à ça, mais moi je le recommanderais pas à ce compte-là. Là. Je pense j'y donnerais peut-être une autre chance à 2 ou à 3, puis même encore, je suis pas certain. Moi, j'irais dans le sens où 3 joueurs, je pense que ça serait mieux que 4. Surtout pour une première partie, en tout cas. Ouais. À 4 joueurs, on était quand même très serré sur la carte. Puis, je trouvais il y a plusieurs conditions de victoire. Puis, il y a une condition, c'est, dans le fond, c'est de conquérir assez de territoire. Il y en a une que c'est de conquérir assez de territoire avec des tentes. Mais, au final, ça scale pas, hein, quand on est plus de joueurs. Quand on est moins, oui. À 2, ça scale, mais ça scale bizarre. Ouais. C'est pas... À 2, faut que t'en contrôles moins que quand t'es plusieurs, ce qui fait pas de sens. Mais la map est plus petite aussi. Ah, la map est pas pareille, ok. C'est ça, il y a vraiment un autre côté de carte. La carte est pas la même. Ok, bon, ça fait un peu plus de sens d'abord, mais quand même. Ouais. 4, moi j'ai trouvé, tu sais, il y a 3 conditions de victoire, puis comme t'as une 4e qui arrive si genre la game s'étire. Ouais. Spoiler alert, j'ai de la misère à croire que c'est pas cette condition de victoire-là qui arrive la majorité du temps. En tout cas, à 4 joueurs, je suis pas mal sûr que c'est tout le temps comme ça que ça se finit. Ou peut-être, genre, tuer le boss, ça peut arriver plus souvent. Ouais. Si le monde joue mieux qu'on a joué. J'ai l'impression qu'on n'a pas été optimal. T'sais, je veux pas insulter personne qui était là, mais je pense que les 4, on était pas très bons au jeu. Ouais, je pense que... En tout cas, tu sais, déjà, j'ai spoté des trucs que je jouerais différemment de mon côté pour peut-être être plus efficace. Ben, moi aussi, mais en même temps, c'est qu'il y a, comme on disait tantôt, il y a tellement de stock, là. Ton tour, il est en 5 étapes, puis ils ont plusieurs options chacune, puis sont toutes quand même interreliées, puis importantes, ces étapes-là. Puis comme, moi, j'ai l'impression que pour faire quelque chose, fallait beaucoup de préparation, puis c'est comme plusieurs étapes, ça me prend 3-4 tours, puis tu sais, comme, c'est long, là, puis les autres peuvent faire de quoi qui va comme défaire mon plan en plein milieu de ça, puis là, comme faut que je m'en revienne d'abord, puis là, faut quasiment que je recommence du début pour faire autre chose, là. Je trouvais que c'était dur de pivoter, dur d'avancer. J'avais l'impression qu'il fallait que je me batte contre les joueurs, mais aussi contre le jeu pour faire de quoi, puis j'avais pas l'impression que je progressais, là. Tu sais, oui, mes armées devenaient relativement de plus en plus fortes, mais tu sais, tu peux aussi te faire attaquer par les autres. Puis là, ça fait que qui vont baisser de force, en plus que faut que t'es retraites, puis là, si tu peux pas les retraiter,
t'es perds carrément. Ouais, est-ce que ça m'a subi quand même lourdement? Oui, c'est vrai. Puis tu sais, j'avais pas vraiment compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Puis je pense que tu l'as peut-être pas dit. Non, je pense que je l'ai pas clairement expliqué, ça. C'est ça. Puis je veux pas te pitcher en avant du bus, là. Je trouve que t'as fait une bonne job pour expliquer le jeu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de règles. Puis ton explication était bonne, là. Il manquait peut-être ce petit détail-là, mais en même temps, il y a tellement pas beaucoup eu de conflits entre joueurs avant la fin de la partie que c'était normal que ça passe en dessous de tout le reste, là. Ouais, parce que ça c'est vrai que en tout cas dans notre game on s'est pas tapé dessus directement très tôt dans la partie, tu sais, on a chacun. C'est comme dans les 2-3 dernières rondes que c'est arrivé, je pense. Ouais, quand là le Ragnarok est arrivé puis que là c'était comme bon ben faut se taper dessus, là ça a été plus agressif, mais avant ça, tu sais, on avait un peu chacun notre coin, on le défendait bien, tu sais, il y a eu des attaques indirectes avec les monstres, pas mal, ça on les a utilisés pas mal, ça je pense, ça a bougé beaucoup puis ouais, un peu, mais j'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. En tout cas, moi j'ai contrôlé un monstre toute la partie, puis tu sais, j'ai pas l'impression que je l'ai utilisé à bon escient puis qui m'a permis de gagner quelque chose, là. Ouais, mais Danny pis Zach, eux autres, les monstres, ça les a un peu plus trottés. Tu sais, Zach s'est ramassé avec des monstres plein de son terrain pendant un bout. Fait que, ouais, c'est vrai. Lui, ça l'a un peu plus affecté. Ouais. Mais ouais, j'aurais envie de l'essayer à 3, mais je sais pas si je voudrais l'essayer à 4. Je t'ai-tu dit qu'il y avait une extension 5e joueur aussi? C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Avec une map plus grosse. En fait, ouais, mais comme mon principal problème, c'était que c'était vraiment long avant que mon tour y revienne. Ouais. Fait que même si la map est plus grosse, à 5, pis tu sais, la game nous a pris quoi, 5 heures avec une petite pause pour manger, genre? Ouais. Avec les règles, par contre. Ouais, avec les règles pis le setup pis tout, là, mais quand même. Mais quand même. Ça a été... Je t'avoue que moi, j'avais pas l'intention... Je pensais pas qu'on allait passer toute notre soirée sur ce jeu-là. Ouais. Mais puis tu sais, c'est correct, là, on a quand même eu un bon moment, puis c'était le fun de jouer ensemble, puis tu sais, j'enlève rien à ça, mais c'est ça, tu sais, c'est le jeu moi c'est comme me donne pas le goût d'y retourner tant que ça. Surtout que tu sais, les jeux de contrôle de territoire puis de se taper sa gueule, c'est pas ce qui est le plus populaire dans mon cercle de joueurs puis de joueuses, puis comme moi j'adore ça, mais tu sais j'en ai beaucoup que je sortirais bien avant lui, là. Moi, je veux y redonner une chance à moins de joueurs. De un, parce que je pense que je pourrais peut-être mieux l'expliquer, peut-être un peu mieux réaligner les gens au début de game pour que tout le monde ait peut-être une meilleure idée. Tu sais, je leur dis tout de suite, ok, on fixe un truc pour puis essaye fixe une condition de victoire puis essaye de te rendre là. Parce que au final, personne n'a réussi à atteindre une vraie condition de victoire. Il y a moi qui a peut-être... J'aurais eu besoin de plus de préparation, mais j'ai pu essayer d'avoir le boss. Ouais. Mais sinon, on était tous loin, Ah ben, il y en a un qui était à un temple de gagner aussi. C'est vrai, Danny était rendu à un temple. Mais tu sais, il s'est ramassé à 4, puis tu sais, je pense pas que ça serait ramassé à 5. Parce que, à moins qu'on le voit pas à ce moment-là, qui est à 4. Parce que si t'es déjà à 4, pis que les autres le voient, c'est sûr qu'ils vont t'en enlever un avant ton prochain tour, là. Ouais. Faut que tu passes de 2 ou 3 à 5 d'un coup, là. Ouais. Pis tu sais, il y a juste une des 5-6 actions spéciales qui te permettent de faire ça, là. Ouais. Parce que c'est un mouvement d'armée gratuit par tour. Mais si tu veux bouger plus qu'une armée, après, ben, faut que tu fasses celle qui bouge toutes les armées, ou bien il faudrait que tu utilises ton héros. Puis, vu la façon que ça fonctionne, tu sais, quand t'as fait une action, tu peux pas la refaire le tour d'après. Non, faut que t'attendes que quelqu'un construise le monument. Pour que ça reset toutes les actions. Ou que toi tu le fais, là, puis là après ça tu vas pouvoir y retourner, mais c'est ça, tu sais.
En fait, techniquement, tu peux faire la même action 2 fois de suite. Si toi, tu fais l'action, puis après ça, quelqu'un construit le monument, puis là, tu peux la refaire. Hein? Ouais. Mais c'est ça, tu sais, si c'est pour te faire gagner, ils vont les pas autres, ils le font pas, tu sais, c'est ça. Ouais. Je trouvais je trouvais ça comme intéressant, puis en même temps, tannant, ça, cette espèce de gestion du temps. Tu sais, parce que... Ben, j'ai l'impression que si on l'avait mieux internalisé, on aurait peut-être pu l'exploiter un peu mieux. Ouais. Mais pour une première partie, c'était difficile. Tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, t'as comme le goût de le faire, mais t'as pas le goût de le faire, tu sais. C'est parce que tu veux pas que quelqu'un d'autre le fasse. Non. Puis quand toi tu le fais, c'est bon, mais faut que tu te sois CDA pour que ça soit payant, là. Ouais. Fait que c'est faut que tu prennes 2-3 tours pour contrôler les bons territoires puis être bien placé pour que quand tu le fais, ben c'est là que c'est payant pour toi, mais là, si les autres te voient venir, ben peut-être qu'ils vont le faire même si c'est pas payant pour eux, juste pour que toi tu l'aies pas, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est ça. En tout cas, j'aurais aimé qu'ils enlèvent une coupe de système puis qu'on ait un jeu qui rentre dans 1 heure et demie, là. Je pense que ça aurait été plus dans mes goûts à moi. Tu sais, c'est ça. Là, on va utiliser ça un peu comme Segway. C'était un jeu socio-financé sur la plateforme GameFound que j'ai backé. Au moins, à partir de ce moment-ci, j'avais un peu appris. On va dire un peu. Fait que j'ai pas été all-in sur cette campagne-là, parce que ça finit par devenir assez coûteux. Ouais, mais ça. Puis, mais par contre, ça fait maintenant, la plupart du temps, que le jeu, ben, en tout cas dans ce cas-ci, c'est vrai, le jeu vient avec du super beau matériel, là. Les minis sont incroyables, les monuments que tu peux défaire puis monter, c'est ça coche, le board, le visuel, c'est super beau, là. Je veux dire, le matériel, c'est de la top qualité, là. Ouais, c'est sûr que quand t'as ça sur ta table, ça a de la gueule, là. Ça, tu passes pas à côté, là. Le monde marchait à côté de nous autres, puis je veux dire, ils checkaient le jeu, là. Ouais. C'est impressionnant. Mais c'est ça, est-ce que là, il y a eu plus d'efforts sur la présentation que sur l'exécution? Ben, moi, je dirais oui, là, mais c'est peut-être pas de question d'effort, là, mais en tout cas, c'est... Ouais. Le gameplay est pas à la hauteur du matériel, pour moi. Mais ça, je dirais pas que c'est généralisé des jeux socio-financés. Peut-être que ça arrive quand même plus souvent qu'avec des jeux qui sortent par des méthodes plus traditionnelles, là. Parce que qu'est-ce qui pogne sur les campagnes de socio-financement, c'est les jeux qui tapent à l'œil et qui ont beaucoup de plastique, beaucoup de miniatures. C'est souvent ces projets-là qui vont amasser le plus d'argent. Ouais, ben, on va commencer par dire c'est quoi le socio-financement, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Fait que dans le fond, c'est que tu donnes ton argent d'avance à un créateur qui a une idée de projet, puis peut-être que tu vas avoir un jeu après. Ça se peut qu'il te présente une idée aboutie, ça se peut qu'il te présente une idée qui est encore très brouillon, mais comme tu dis, ça se peut que tu aies un jeu à m'amener. Ouais, je dis ça, là, pis c'est comme si la moitié du temps sur Kickstarter t'avais rien, pis c'est pas vrai, là. Mais tu sais, je regarde ce qui arrive en ce moment avec Mythic Games pis Darkest Dungeon, qu'ils redemandent de l'argent de plus sur le shipping puis sur les extensions pour un jeu qui a déjà été payé il y a plusieurs années, shipping inclus, puis que ça a coûté la palette de longtemps, puis là, ils t'en redemandent une autre palette maintenant, ou sinon ils te donnent pas ton jeu. Ouch! Ouais, ça c'est... Mais ça, c'est comme c'est les une grosse figures, problématique. Ouais, c'est la grosse histoire d'horreur du socio-financement, là, mais il y a des bons projets qui ont mal marché, puis il y a des compagnies aussi qui ont pu commencer comme ça, puis qu'après ça, ils ont pu produire des jeux de qualité. Ouais, si on regarde, mettons, Stonemaier Games, Sight, c'était un Kickstarter à la base. Il a super bien marché, puis après ce jeu-là, ça a connu un succès monstre. Stonemaier, ils sont bien placés sur la carte, puis après ça, ils ont décidé qu'ils arrêtaient le socio-financement, il n'y avait plus besoin de ça, ils créent leur propre hype, puis ils font leur jeu, puis ils ont leur système de précommande, puis tu sais, ils sont enlevés un peu de ces plateformes-là. Parce qu'à la base, l'idée, là, qui était un peu plus noble, je trouve, là,
peut-être 10 ans ou même peut-être un peu plus, là, c'était de ces plateformes-là de socio-financement, c'est pour justement financer des petites maisons d'édition ou des auteurs qui ont des idées mais qui ont peut-être pas les moyens de publier leur jeu tout de suite. Oui, ils ont pas ils ont pas le cash down, ils ont pas les fonds présentement pour pouvoir payer la production de leur jeu, mais tu sais, ils viennent te vendre la promesse d'un jeu qu'ils ont conçu, qu'ils pensent qui est super bon pis tout ça, puis ils ont besoin de lever de l'argent pour pouvoir lancer la production. C'est ça. Ça, c'était l'idée de base au début, puis tu sais, il y a plein de projets qui ont vu le jour comme ça, là. Side, c'est un bon exemple, Gloomhaven aussi, tu sais, il y a pas une maison d'édition qui aurait accepté de prendre un gros risque comme ça avec une grosse boîte comme Gloomhaven avant que Gloomhaven ait tout ce succès-là, là. Si on remonte avant ça, là, les gros jeux de campagne qui fonctionnent dans ça, là, il y en avait pas eu beaucoup, là. Puis on dirait que depuis ce temps-là, tout le monde essaye de recréer le même succès, tu sais. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je dirais que des fois, il y a encore des projets que c'est ça, mais c'est souvent plus un système de précommande caché. Ouais, souvent là, le jeu, il est prêt, il est développé. On veut juste pas prendre le risque de l'imprimer puis de le vendre, fait qu'on fait une campagne de socio-financement pour voir c'est quoi l'intérêt, combien de copies qu'on peut faire, puis tu sais, on peut utiliser le succès qu'on a eu pendant cette campagne-là pour essayer de prévoir quel succès qu'on va avoir après avec la distribution plus classique, là. C'est ça. Souvent, les compagnies fixent un montant minimal qui disent qui est leur objectif, puis que s'ils atteignent ça, ils peuvent passer en production. À l'époque, c'était peut-être plus vrai. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus une espèce d'attrape marketing. Ouais, c'est un coup marketing où ce que tu peux dire que ton jeu a été financé en tant de minutes, puis on a vu là des gros projets qui avaient fait 2, 3, 4 fois le montant qui s'était fixé, puis que finalement ça a pas pogné autant qu'ils voulaient, puis ils ont été obligés de canceller la chose, là. Même c'est ça, ils disent on a besoin de ça, mais finalement c'était plus que ça qu'on avait besoin. T'sais. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est ça l'espèce d'idéal, puis l'idée de base, la mission de Kickstarter, GameFound et compagnie du début. Là, je dis GameFound, mais GameFound est arrivé après, là, mais tu sais, au début, avec Kickstarter, c'était un peu d'aider les nouveaux créateurs, là, maintenant, c'est plus devenu, c'est ça, comme tu dis, j'aimais bien l'analogie, un système de précommande où, justement, ça nous dit combien de copies on va avoir, puis quand on a une assez grosse commande, ben on l'a fait. Il y a d'autres compagnies qui marchent comme ça, là. GMT, c'est ça, là. Ils ont des jeux qui sont déjà designés, qui sont prêts. Ils mettent dans leur système de précommande, puis quand ils atteignent un certain seuil, ben là, ils impriment puis ils envoient, tu sais. Sauf que là, c'est des campagnes beaucoup plus courtes, là. Kickstarter, en ce moment, tu sais, ça va être en 2 puis 4 semaines, la plupart du temps. On va essayer de générer un gros buzz, un gros hype, puis il y avoir plein de posts, médias sociaux, des updates à tous les jours. On essaie de, on va aller révéler des éléments du jeu qu'on, tu sais, ils appellent ça les stretch goals souvent, ou c'est comme des community bonus. Goals, que c'est des bonus qu'on peut débloquer, passer certains seuils. papiers d'argent, c'est ça. Souvent, c'est des trucs qui étaient déjà prévus, puis qui, tu sais, clairement, il avait été fait, puis ça allait être dans le jeu de toute façon, là. Il y a même des compagnies maintenant qui disent, gars, nous, on fait pas ça, on offre le jeu tel quel parce que on y va upfront avec le meilleur jeu qu'on pense qu'on peut faire, tu sais. Est-ce que vous embarquez ou pas, là? On va pas essayer de vous attirer avec ça. Puis t'en as d'autres comme Simon que là, ils te sortent un ou deux stretch goals à tous les jours, plus des daily unlock, plus ci, plus ça, parce que pourquoi? Parce que ça fait du hype, parce que ça tous les jours, tu vas rechecker c'est quoi qu'ils ont débloqué, ben là, je vais tout embarquer finalement, ou tu sais. Ben, t'as l'impression de, tu sais, si t'embarques pas, tu manques tout ce contenu-là, tous ces bonus-là, tu les auras pas, puis là, ben, plus il en rajoute, tu te dis, oh my god, si je back, je vais avoir plein d'affaires. Et ça, faut faire attention, parce que oui, des fois, c'est exclusif au Kickstarter, mais il y a d'autres fois que ces stretch goals-là, ils vont être inclus dans le jeu retail après aussi. Fait que c'est pas, ça ne donne rien de plus de le backer en socio-financement, tu sais. Ouais.
pense qu'avant, c'était plus vrai qu'il y avait beaucoup de stretch goals puis d'exclusifs. Maintenant, ça l'est de moins en moins. Il faut vraiment faire attention, là. Parce qu'avant, c'est ça, tu sais, qu'on avait, mettons, la version Kickstarter, on te rajoutait comme plein d'extensions ou de modules ou de je sais pas quoi même des fois c'est un pion premier joueur vraiment bling. Juste pour comme remercier les backers qui ont backé la campagne, ou tu sais, des ressources plus deluxifiées, mettons, là, il y a des tokens en carton, ben c'est des ressources en bois avec des formes qui représentent les ressources, là. Est-ce que ça rend l'expérience de jeu meilleure? Un peu quand même, mais tu sais, c'est pas... Souvent, ça vaut... C'est pas ça qui va déterminer si ton jeu va être bon ou pas. C'est sûr que non, c'est ça. C'est le fun de l'avoir quand tu l'as, mais est-ce que ça fait que ça vaut pas la peine d'avoir la version retail, qui va probablement te coûter moins cher? Parce qu'avant, sur Kickstarter, c'était moins cher aussi, mais à cette heure, les coûts de shipping ont tellement décuplé dans les dernières années que d'attendre puis de l'acheter dans une boutique, souvent ça va revenir moins cher que la version Kickstarter. Puis des fois même, tu vas l'avoir avant les backers Kickstarter. Ouais, ça arrive des fois, là. C'est surtout dans le temps de SN, là. J'ai vu ça pour une couple de compagnies, là. Les backers, ils doivent attendre. Alors qu'il y a des gens qui vont aller chercher leur jeu à SN puis qui ont la même affaire que toi, mais un mois d'avance. Fait que tu sais, t'as des trucs comme ça aussi qui sont qui fait que c'est pas la seule option. Si tu veux vraiment ton jeu, tu sais, des fois ça peut valoir la peine d'attendre puis de pas backer. C'est sûr que tu suis pas la FOMO, tu sais, t'es pas dans la communauté, tu sais, qui capote puis tout le monde qui est comme j'ai hâte, le jeu a l'air trop nice puis tout. T'es pas là-dedans, mais en même temps ça peut des fois être le move. C'est malsain ces communautés-là, je trouve souvent là. Soit ça va être du faux hype ou tu sais il y a beaucoup de commentaires toxiques aussi dans les sections commentaires sur Kickstarter puis GameFound là. Le monde là ils croient que tout leur est dû là. Ouais. Puis que justement tu sais parce qu'ils ont backé le jeu, ils devraient l'avoir avant tout le monde puis tout ça. Tu sais oui, c'était vrai là 5 ans là. À cette heure là, si la compagnie te le promet pas dans il y a tout le temps en bas de la page parce que sur les pages Kickstarter puis GameFound, il y a tout le temps comme une encyclopédie d'informations, puis là, faut que tu descendes vraiment très très bas pour voir les informations sur le shipping, puis sur pourquoi backer, c'est quoi les avantages que t'as, dans le fond, à socio-financer le jeu. Puis s'ils te disent pas dans cette section-là que tu vas l'avoir avant le retail, là, ben ils te le doivent pas de te l'envoyer avant, là. Ouais. Faut comprendre que pour eux, c'est bien plus facile, tu sais, tu sais, les magasins, là, ils ont tout un réseau de distribution, ils ont des livraisons constantes de jeux, tu sais, c'est facile pour eux autres de rajouter les jeux Kickstarter à ça, versus tous les backers, que c'est toutes des adresses différentes, les compagnies doivent engager des sous-traitants pour gérer les envois, puis gérer tout ça. Fait que c'est sûr que ça va prendre plus de temps que de juste l'ajouter au réseau de distribution, au magasin qui existe déjà depuis des années puis qui roule bien, tu sais. Puis lui, l'éditeur, là, il a tout avantage, là, à ce que son jeu, il arrive dans les mains du plus de monde possible, le plus rapidement possible, là. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leur jeu, là. C'est comme ça qu'ils restent en vie puis qu'ils peuvent continuer à créer des nouveaux jeux, à payer leurs employés puis à en vendre des jeux. Tu sais, ce qu'il faut se rappeler aussi, ça a l'air drôle, là, mais tu sais, ces plateformes-là, c'est pas des magasins. Non, mais c'est un peu, c'est aussi pour ça que, tu sais, si t'as pas ton jeu, tu peux pas comme... T'as pas de recours. C'est ça, c'est dans les faits, c'est toi qui as fait je pense que, tu sais, au niveau niveau légal, tu fais un don à la compagnie, puis en échange, elle va te donner un jeu. Puis là, mais t'as aucune garantie, puis c'est ça que quand tu cliques pour backer, puis tu lis les petits caractères, ben c'est ça que ça te dit, là. Tu comprends que t'as aucune garantie légale de recevoir ton jeu, puis que tu prends un risque en faisant ça, right? Tu le sais, tu sais, c'est ça. Fait que puis ça m'amène à dire qu'il faut faire attention. Parce que il y a des histoires à succès qui sont sorties de Kickstarter, tu sais, on pense à Gloomhaven, on a parlé de Sight. Moi, un de mes préférés, Cthulhu Death May Die, c'est un Kickstarter. Tu sais, il y a plein de jeux comme ça qui sortent pis
qui sont des bons jeux qui peuvent sortir de Kickstarter. Mais il faut que tu fasses attention à quelle compagnie tu backs. Souvent, c'est bien de regarder les projets précédents de la compagnie du jeu qui t'intéresse pour savoir, OK, comment les gens qui ont backé leur jeu d'avant ont été traités. Quels ont été les délais? Est-ce que ils ont eu des problèmes? C'est des trucs qui sont importants de rechercher avant de décider, OK, est-ce que je veux backer ce jeu-là ou pas? C'est une recherche qu'au début, en tout cas, moi, je l'ai pas faite nécessairement. Puis là, maintenant, je le fais, je check avant. OK, c'est correct, je peux-tu leur faire confiance? Puis c'est où que tu fais cette recherche-là, mettons? Je la fais, entre autres, sur les sites de socio-financement. Admettons, je vois le jeu sur Kickstarter, je vais regarder la compagnie, OK, c'est quoi? Tu peux aller voir c'est quoi les autres projets qu'ils ont créés. Puis là, je vais voir ces projets-là. Je vais voir les mises à jour, je vais voir la section commentaires, là. C'est sûr que, tu sais, faut que t'en prennes puis en laisser, là. C'est ça, tu sais, faut que tu ailles avec ton jugement, puis tu sais, il y en a que tu te dis eux autres ils auraient chialé si même si le créateur du jeu était venu chez lui leur porter leur boîte dans leurs mains, là, il aurait trouvé le tour de chialer pareil, là. Fait que faut que tu fasses attention à ce que tu lis. Puis je pense qu'il y a des ressources aussi, tu sais, sur les forums ou les Discord ou les tu sais, sur Board Game Geek. Tu sais, il y a beaucoup de Discord de jeux sur lesquels je suis, qu'il y a une section justement socio-financement, Kickstarter, le monde il poste les sorties puis tout ça, puis généralement les gens qui sont là-dessus sont super prêts à aider, tu sais, si t'as des questions, tu sais pas trop, c'est une bonne compagnie, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui backent ce projet-là, pourquoi pas, tu sais. Je voudrais aller utiliser ces ressources-là. Là. Il y en a plein là des gens qui en ont backé des dizaines et des dizaines de Kickstarter, puis tu sais qui connaissent ça, puis qui peuvent vous aider si vous connaissez pas trop ça ou vous voulez vous lancer là-dedans. Je pense de rechercher l'historique de la compagnie, c'est une bonne idée. Essayer de voir c'est quoi les... Moi, en tout cas, ce que j'essaie de regarder, c'est quoi les avantages que j'ai à backer versus... à attendre la version retail. Là. Des fois, il y a des compagnies que leurs jeux ne sortent jamais en retail. Là, que je pense à justement Wolf Designer qui a fait Guards of Atlantis, Warpgate, Trickshot. C'est des jeux que si tu le back pas là, c'est vrai que tu pourras pas l'avoir avant leur prochain socio-financement. Là. Sinon, faut que tu sois chanceux et que tu le trouves usagé. Ou des fois, il y a certains magasins de jeux qui des fois vont backer certaines campagnes puis qui vont après ça les revendre en magasin, mais tu sais c'est pas ce sera pas tous les jeux puis ce sera pas non, puis souvent ça va être plus cher. Ouais, parce que les autres aussi, tu sais ils vont pas te le vendre au coûtant là, tu sais il faut faire un petit profit. Peut-être qu'ils sauvent un peu sur le shipping eux autres parce que justement ils en prennent plusieurs mais c'est ça. Fait il y a ça qu'il faut évaluer aussi, le prix du shipping. Souvent ils donnent des estimés. C'est pas garanti, ça se peut que ça change, dépendant de quand est-ce qu'ils chargent. Il y a des compagnies qui chargent pendant la campagne, d'autres tout de suite après, d'autres juste avant de livrer. Faut vraiment lire tous les petits caractères. Tu sais, dans les sections de socio-financement, il y a tout le temps comme plein de reviews, puis plein de... Ils t'expliquent c'est quoi le jeu, tout ça. Moi, j'essaye plus d'aller justement à la section shipping, les avantages, puis tu sais les reviews, souvent dans ce cas-ci c'est plus des previews que des reviews là, fait que ça tendance à plus l'ignorer là. Ça va tout être positif, tu sais souvent pendant la campagne, tu sais les vidéos qu'on va voir passer là, faut faire attention parce que ça va être souvent des previews, c'est des vidéos qui ont été payées pour faire le vidéo pour faire la promotion, tu sais, fait que t'entendras aucun point négatif ou presque. Il sera pas comparé aux autres jeux qui font la même affaire, tu sais, faut les prendre avec un grain de sel, tu sais, c'est fait pour que le jeu ait l'air malade. C'est ça. Puis, t'as parlé aussi tantôt de délai. Parce que souvent, ces jeux-là, tu sais, ils vont te donner un timeline de quand est-ce qu'ils prévoient produire, shipper et tout ça. La plupart du temps, les compagnies sont en retard là-dessus. Ils sont souvent très très optimistes ou menteurs. Ouais. J'en ai-tu un, moi, qui est arrivé à temps? Non. J'en ai quelques-uns, moi, mais
c'est vraiment pas la majorité. C'est ça. Fait qu'il faut être patient. Parce que c'est vrai que ça va prendre du temps. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites à être patient, là. Je pense aux gens de Mythic Game, aux gens qui ont backé Darkest Dungeon. Je sais plus si je peux dire que vous êtes patient ou genre des saints, là, parce que bon, ok, il y en a qui se fâchent, puis je veux dire, là, rendu là, ils ont rendu là, je pense qu'ils ont le droit de se fâcher. C'est légitime. Là. Mais c'est ça, tu sais. Faut être patient, puis tu sais, ça a l'air drôle, là, mais il y a plein de gens, des fois, il y a certaines campagnes, tu sais, j'en ai backé où est-ce que justement la section commentaire était un peu plus vitriolée, un peu plus agressive. Ouais, puis, des fois tu vois du monde genre j'ai payé v'là un mois, pourquoi j'ai pas mon jeu, tu sais. Ouais, mais tu sais que c'est clairement dit qu'ils vont te l'envoyer dans un an. C'est ça. Ça veut généralement dire 1 an et demi à 2 ans. Puis ce que j'allais dire, c'est que ça donne pas grand-chose, je trouve, d'être pas fin avec les créateurs comme ça. Tu sais, des fois, les gens, justement, ils vont se sentir, tu sais, j'ai payé pour, vous me devez tout, là, puis tout. Souvent, quand tu vas leur écrire un courriel, dans le fond, au créateur, si t'as été celui qui a chialé puis qui a gueulé, je suis pas mal certain qu'ils vont pas te répondre tout de suite. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai écrit, j'avais eu un problème avec un shipping, puis, tu sais, j'ai été poli, j'ai été gentil. J'avais été répondu assez rapidement, alors que je voyais qu'ailleurs, il y avait des gens qui avaient pas de réponse. Mais ils blastaient, puis ils étaient impolis, puis arrogants dans les commentaires. Fait que, tu sais, es-tu en train de dire que le créateur a plus envie de te parler à toi qu'à ces gens-là? Ben, je sais pas, mais en tout cas, bonjour, merci, vous faites du bon travail, puis lâchez pas. Ça peut aller loin. Ça peut faire une différence. Mais bon, c'est sûr que c'est correct aussi d'être fâché des fois. Oui. Clairement. Parce qu'il y en a eu des histoires d'horreur. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui, des fois, il y en a eu des vols, il y en a eu des scams. C'est déjà arrivé, là, il y a des projets qui ont, je pense que c'est Jurassic World de Miniature Game. C'est un jeu. Pas entendu parler, ça, là. Ah, ça, c'est juste dégueulasse, là. C'était une compagnie, française. Une compagnie, je pense qu'il y avait 2 personnes dedans, finalement, qui avait fait un méga jeu de miniatures de dinosaures. Il avait supposément les droits d'Universal. Ils ont levé quand même beaucoup d'argent, il me semble. Ah oui, puis finalement, il n'y avait pas les droits. Il y a une histoire de ça, puis à un moment donné, ils avaient eu, la compagnie a changé de nom, les gens étaient pas capables de les rejoindre. À un moment donné, ils ont envoyé des nouvelles comme quoi les jeux étaient shippés. Personne n'a reçu de jeu. Ouais. Personne. Il a jamais été fait. Ouais. Fait que t'as des... Ça, c'est carrément un scam. Des fois, t'as des compagnies aussi qui... Le Kickstarter, il sert pas à financer le projet qu'ils veulent faire, mais le dernier qu'ils ont fait puis qui a pas aussi bien marché qu'ils pensaient, puis ils ont besoin de ça pour pas faire faillite, tu sais. Fait qu'il faudrait pas que le prochain après il plante parce que... Ouais, ça c'est une situation c'est pour ça qu'il faut s'informer. Parce que ça c'est similaire on appelle ça la stratégie Ponzi, là, tu sais, c'était des criminels que ce qu'ils faisaient, c'est que ils devaient de l'argent à quelqu'un. Fait qu'ils empruntaient. Ils empruntaient à quelqu'un d'autre pour payer, puis là, ça faisait comme une chaîne. Fait qu'ils, tant qu'ils peuvent emprunter de l'argent, ou tant qu'ils peuvent se faire financer leur projet, ça avance, ça tourne, ça va. Mais là, une fois que ça plante une fois, ben là, tout s'écroule, puis là, ben, t'as pas ton jeu, puis t'as perdu combien d'argent? Ouais, c'est ça. Mais, honnêtement, c'est une très petite minorité, là, fait que, ouais. Faut pas avoir trop peur de ça, là, comme tu dis, de bien s'informer sur la compagnie. Tu sais, oui, je pense que de juste backer des compagnies éprouvées qui ont déjà livré quelques projets, peut-être que vous allez manquer des deals, là, tu sais, comme Gloomhaven, la première impression, il a vraiment pas coûté cher par rapport à ce qu'il coûte maintenant, puis tout ça, puis mais tu sais, pour un qui a eu ça, combien qu'il y en a que des premières compagnies qui sont plantées avec leur jeu ou que le jeu est pas bon finalement parce que justement c'est le premier qu'ils font puis ils veulent tout mettre puis ça dépasse. Ils ont les yeux plus grands que la panse puis ils essaient de mettre trop d'affaires dedans puis finalement ça marche pas ou tu sais qui pensent que c'est réaliste de faire tout ça puis finalement non puis tout ça fait que je pense que
oui, peut-être que vous allez manquer une ou deux super occasions, mais vous allez peut-être vous éviter ben des maux de tête aussi, là. Ouais. Tu sais, là, c'est sûr que là, ce que ça a l'air de dire, c'est genre, baguez pas les premiers jeux d'aucune compagnie, là. Là, ça fait un peu qu'on perd un peu l'essence de vouloir aider les indies à se faire un nom, mais c'est que c'est plus risqué, mettons. C'est ça. Moi, je laisserais les autres prendre les risques, parce que de toute façon, ces jeux-là, si le jeu il est bon, très 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 souvent, il va aller en magasin, puis vous allez pouvoir vous le procurer à ce moment-là. Ou sinon, il va être disponible sur le marché de l'usager. Ouais. Ou des fois, quand un Kickstarter est livré, là, souvent, là, tu sais, il y a des jeux que ça fait tellement longtemps que le monde attend, tu sais, leur situation a changé, et le hype est parti. Ils ont même plus le goût d'y jouer un coup qu'ils le reçoivent, parce qu'ils ont tellement de jeux tout le temps, parce qu'ils en achètent 200 par année, que dès que le jeu arrive, genre, tu vois déjà l'annonce sur Marketplace, Facebook, le nouveau jeu Kickstarter encore emballé. Si finalement tu regrettes pis tu veux vraiment aller acheter le jeu, il va y avoir quelqu'un qui le vend quelque part. Peut-être tu vas payer un peu plus cher une fois de temps en temps, mais je te dirais que la grosse majorité du temps d'attendre puis de le pogner en magasin ou usager 6 mois, 1 an plus tard, là. Peut-être que, tu sais, c'est pas tous les podcasts qui vont parler de ce jeu-là à ce moment-là, ou tu sais que le hype va être passé, mais le jeu il va être encore bon, là. Puis oui, tu vas peut-être attendre un peu plus longtemps avant de le jouer, mais je prendrais le pari que si t'es en train de nous écouter en ce moment, t'as probablement une bonne collection, puis t'as bien d'autres jeux que tu peux jouer à la place en attendant, là. Là, peut-être que j'assume des choses sur notre auditoire, là, mais c'est ça. Je pense que le plus sage, c'est souvent d'attendre. Ouais, c'est d'avoir vu des gens qui ont joué au jeu, qui ont une vraie opinion, qui est pas basée sur le prototype ou qui est pas influencé par des commandites en fond des compagnies qui font les jeux. Puis après ça, ben tu peux te faire une meilleure idée de si ce jeu-là finalement il vaut la peine ou pas, puis sinon ben s'il vaut la peine, ben c'est ça, on peut le retrouver de d'autres façons qu'en utilisant les plateformes de socio-financement. C'est étant dit, tu sais, il y a des exceptions à ça aussi, là, tu sais. Comme j'ai dit, mettons, cette semaine, on a reçu Marvel Zombies là, de Simon, qu'on a backé à 2 sur Kickstarter. Ça, c'est une autre affaire qu'on peut faire. Si vous avez des bons amis, partagez les coûts avec eux autres, partagez les jeux, tu sais, ça se fait bien, ça aussi, là. Ouais, puis tu sais, il y a des groupes, des fois, tu sais, entre autres sur c'est Professeur Board Game, des fois ils font justement des pledges de groupe pour sauver sur le shipping. Ouais, c'est ça, il y a une personne qui prend 5-6 copies, puis après ça on s'arrange, on se rembourse, puis tu sais, ça va bien, hein. Puis j'allais dire, c'est ça, Simon, c'est peut-être une des compagnies d'exception, là, que j'encouragerais, tu sais, si le jeu t'intéresse, t'es mieux de le backer sur Kickstarter que d'attendre la version retail, parce que souvent, avec cette compagnie-là, tu vas avoir plein d'exclusivité Kickstarter, justement, que tu seras pas capable de trouver en magasin après, à moins que tu trouves un magasin qui a backé le jeu aussi, là. Ouais, puis c'est une compagnie aussi qui généralement respecte. Ben, je sais pas les délais, parce que les délais sont pas respectés, mais tu sais qu'elle plantera pas demain matin, là. Ce sera pas un scam. Ben, c'est pas un scam, est-ce que la compagnie va planter demain matin? Ça, je pas certain. Il me semble qu'ils ont passé proche de la faillite l'année passée. Ah ouais? Ouais. Puis tu vois, pourtant, c'est une compagnie solide qui a fait plusieurs projets, puis qui, tu sais, moi tout, j'aurais confiance. Mais, tu sais, on sait jamais, là. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être eux autres aussi dans des cycles de genre, un projet finance le précédent, puis tu sais, faudrait pas qu'il y ait un ou deux projets qui plantent de suite, mettons, là. Ouais. Il y en a eu quelques-uns, la manière qui ont moins bien acheté. Justement, après Marvel Zombies, ils ont fait, je pense, c'est Cyberpunk 2077, là, puis que ça a vraiment moins levé. Mais Marvel, le gros problème, ça a été le premier à faire le scandale des coûts de shipping, là, que tout le monde s'est mis à capoter parce que ça coûtait une fortune en shipping. C'était en revenant de la pandémie, parce que là, les bateaux coûtaient des fortunes parce que
il y en avait plus bien puis que toute la chaîne d'approvisionnement était un peu au ralenti. Ouais, puis à cette heure, je dirais que c'est quand même pratique courante que le shipping coûte un bras, là. Que ce soit, les bateaux, je pense que c'est plus revenu à normal maintenant, mais c'est juste le coût de livraison, là, c'est que l'inflation, tout ça, les coûts de l'essence, puis le coût de livrer quelque chose a tellement monté que le shipping, ça coûte cher. Surtout nous autres au Canada, on est rarement dans un pays où c'est le moins cher, là. C'est un... Ouais, tu sais, on n'a pas toujours accès, il y a pas toujours un centre de distribution qui est canadien pour les jeux Kickstarter. Des fois, c'est des États-Unis vers le Canada. Ouais, ben, il y en a quand même quelques-uns au Canada, mais c'est ça, c'est que le pays est grand pis ça coûte cher, là. Il y a pas beaucoup d'options de livraison, mettons, par rapport aux États-Unis, puis tu sais, c'est ça, là, au niveau volume pis tout ça, les réseaux de distribution sont pas autant efficaces que dans nos voisins du Sud, mettons. Ouais. Et on est comme pas du bon côté du continent non plus en termes de distance, parce que la majorité des jeux Kickstarter vont avoir été produits en Chine, puis là, ben, ils se rendent sur la côte ouest. Ouais. Mais tu vois, souvent, peu importe t'es où au Canada, là, à part peut-être genre Yukon, territoire du Nord-Ouest, ça va être pas mal le même prix de shipping. Peut-être qu'il arrive plus tard un peu au Québec que dans l'Ouest, là, mais tu sais, il y a beaucoup des compagnies de distribution justement qui sont en Ontario. Fait que ton jeu il part de l'Ouest pour aller en Ontario, puis peut-être qu'il repart dans l'Ouest après, tu sais. Ouais. Mais tu sais ça, il y a des hubs un peu partout, c'est d'une compagnie à l'autre, dépendamment de quel sous-traitant qu'ils utilisent pour shipper, ça va être différent. Des fois, tu reçois des notifications par email que ton colis s'en vient. D'autres fois, t'arrives chez vous, puis le jeu est là, puis t'en avais aucune idée. Ça fait partie de la game, comme on dit. Fait que je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, ben je vous invite à nous écrire, que ce soit par courriel, boardgameduel@gmail.com, ou dans les commentaires Facebook ou Instagram, ou venez sur notre Discord. Puis posez-nous vos questions. On lit tout ce que vous nous écrivez. Je pense qu'on répond pas mal à tous les commentaires aussi, la plupart du temps. J'allais dire, racontez-nous vos belles histoires ou vos mauvaises histoires de Kickstarter. Ouais, je serais curieux de voir qu'est-ce que les gens ont à dire. Puis il y a une affaire que je voulais rajouter, par exemple. Je vois souvent du monde qui chiale justement parce que le jeu il arrive plus tard au Canada ou il arrive pas au backer avant les réseaux de distribution, puis tu sais comme ça revient à ce que je disais tantôt là, t'as plein de jeux là que tu peux jouer en attendant là, fait que sois patient puis ton jeu il va finir par arriver la plupart du temps. Ouais. La plupart du temps. C'est ça. Fait que c'est ça, n'hésitez pas à nous rejoindre via nos médias sociaux. Merci de nous écouter. Si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez partager, parlez à un ami. On a eu des gens qui nous ont recommandé dans un post Facebook il y a quelques semaines, puis j'ai vraiment vu une différence sur nos downloads. Donc les recommandations comme ça, là, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. On aime ça avoir du nouveau monde qui nous écoute. Si vous voulez faire une coche de plus, vous pouvez même écrire un review sur votre application de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Puis si vous êtes vraiment extraordinaire et que vous trouvez qu'on fait une bonne job, vous aussi nous encourager sur Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est un site qui permet dans le fond de payer les créateurs de contenu qu'on apprécie pour les remercier de leur travail au final, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quand même la job de faire un podcast, puis tu sais ça engendre des coûts aussi. Hein? Donc les contributions permettent justement de payer, c'est ça, le matériel qu'on a besoin, des nouveaux jeux, les frais pour hoster. Les frais de diffusion, oui. Ouais, c'est ça. Donc si jamais le cœur vous en dit, c'est pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès en plus à nos segments en dessous de la table, donc c'est un peu les dessous de Board Game Duel. On parle de qu'est-ce qui se passe en coulisses, nos commentaires à chaud sur les émissions. On a aussi des petits behind the scenes de nos vidéos YouTube et de
Des autres choses qu'on... Ouais, pas... je pense que c'est plus de Sam et Vince, finalement. Ouais. Donc, allez jeter un coup d'œil, puis si vous avez les moyens, puis que vous voulez, ben vous pouvez nous encourager là-dessus. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Puis merci à vous de nous écouter. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. À tes souhaits, Sam. Merci. Il y a comme 5 batteurs qui vont se passer dans de chaque pour chaque joueur. C'est bon. Tu m'as un peu pris au dépourvu, puis j'ai l'impression que je m'en vais n'importe où. Fait que je vais recommencer, ok?